avec Europe 1 en direct de la nef du Grand Palais à Paris. Il est 8h48. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, à l'occasion du bicentenaire du Figaro. C'est l'événement qui explique que nous soyons ce matin ici au Grand Palais, entre la Seine et les Champs-Élysées. Une revue de presse un peu particulière. Théâtre, critique, science, art, mœurs, scandale. C'est une curieuse feuille qui paraît ce 15 janvier 1826. Le Figaro, c'est son nom. Et sa promesse est surtout de parler de livres, de pièces, de spectacles, de potins. 1826, c'est la Restauration. La monarchie est revenue après la Révolution et la longue parenthèse impériale. Napoléon est mort à Sainte-Hélène. Charles X est au pouvoir et la censure ne rigole pas. Figaro. Drôle de nom qui rappelle cette pièce à la mode et l'impertinence de son auteur, Beaumarchais. Ces deux créateurs s'appellent Maurice Alloy et Étienne Arago, le frère du savant. Ils sont dramaturges et chansonniers. Ils n'ont pas 25 ans, l'avenir leur appartient. En ce premier quart du 19e siècle, la liberté de la presse est toute relative. Le journal ne parlera donc pas de politique, en tout cas pas directement, mais on égratigne quand même l'ordre établi, les académiciens, les jésuites. Le Figaro se veut satirique, spirituel et batailleur. Très vite, Stendhal salue le plus divertissant de nos journaux littéraires. Le journal vivote, s'arrête, puis reparaît. Non, il faut attendre presque 30 ans, le 2 avril 1854, pour qu'un certain Hippolyte Villemessant rachète la feuille et fasse du Figaro le Figaro. Villemessant, un personnage que plus tard on surnommera le Citizen Kane du Second Empire. Pour cette reparution en guise éditoriale, Benoît Jouvin signe une profession de foi rédigée sous la forme d'un dialogue avec Beaumarchais. N'oublie pas que le peuple français, si longtemps qu'on l'amuse, ne veut pas que le jeu dure trop longtemps. S'il vient à batailler, tu es un homme perdu. S'il vient à bailler, tu es un homme perdu. Il lui faut plaire toujours et l'étonner quelquefois. La leçon est apprise, elle reste d'actualité. Pour l'heure et pour reprendre le mot des Goncourt, il s'agit de raconter Paris à Paris. Un vrai journal est né. Et le journal a choisi son camp. Journal d'ordre, libéral, de droite. Durant la Commune de Paris, en 1871, il a été interdit de paraître. Une nouvelle assemblée est élue, elle est républicaine, le Figaro le sera aussi. Durant l'affaire Dreyfus, le journal prendra d'abord le parti de l'armée contre celui que l'on considère alors comme un traître, mais il virera finalement Casaque pour devenir Dreyfusard. Avant d'écrire dans l'Aurore son J'accuse, Zola est chroniqueur régulier au Figaro. Le journal a des goûts éclectiques, s'il voue les impressionnistes aux gémonies. En revanche, il se fait défenseur d'une curieuse tour de fer et de son concepteur, un certain Gustave Eiffel. Ses contributeurs alors sont célèbres et nombreux. Tiens, le quotidien accueille un nouveau stagiaire, un certain Marcel Proust, qui ira loin à l'ombre d'un Figaro en fleurs. Mais voici le XXe siècle qui s'avance et les promesses de la belle époque. Tu parles de guerre mondiale en moins de 45 ans. Quelle mauvaise période pour les journaux. En 1942, réfugié à Lyon, le Figaro décide finalement de se saborder après l'invasion de la zone libre. Et le journal reparaît en août 44. Paris est à peine libéré et l'encre du nouveau Figaro n'a pas eu le temps de sécher. Les rédacteurs sont de retour et les lecteurs plus impatients que jamais. L'Allemagne a capitulé. La victoire sera proclamée aujourd'hui à 15h. Quelle une en ce 8 mai 45. Et c'est Pierre Brisson, grand nom de la profession, qui signe l'éditorial en ce jour historique. Voici achevée ce soir, la route qui, à travers tant de périls, au prix de tant de peines, devrait conduire à cette victoire dont la planète entière va retentir. La France renaît, les 30 années suivantes s'annoncent glorieuses et le Figaro va connaître des heures de gloire. Jean-Paul Sartre, que l'on n'attendait pas là, il publie un reportage qu'il ramène des États-Unis. John Steinbeck, lui aussi, y publie. International, économie, le journal est aussi éminemment politique. François Mauriac, Raymond Aron y tiennent chronique. Le Figaro littéraire aussi, lui, renaît. Là encore, quelques grands noms et puis quelques inconnus comme Jean-François Revel ou un certain Bernard Pivot. Avec une escouade de grands reporters, le Figaro est partout dans le monde où cela se passe. Le 23 novembre 1963, la nouvelle barre toute la une du journal. Kennedy assassiné hier à Dallas. La mort du président américain aura des conséquences qui s'étendront au-delà des frontières des États-Unis, prévient Roger Massip à la une du journal. L'Amérique traverse aujourd'hui une crise dont tous les observateurs s'accordent à souligner la gravité. Les choses, Dimitri, n'ont pas tellement changé. Autre une historique, le 11 novembre 1970. Là encore, la nouvelle barre toute la première page. Immense émotion à travers le monde après la mort du général de Gaulle. Le dernier des grands, c'est le titre de l'édito. Mais l'article le plus poignant que le journal publie, c'est celui de François Mauriac. Demande-t-on à un homme d'écrire un article le jour de la mort de son père, écrit l'académicien,
Je suis un vieil orphelin de 56 ans. Quelle et phrase. Il faut écrire malgré les larmes. Oh là là. Et puis un autre journaliste rend, en page intérieure, un hommage à sa façon. C'est Jacques Faisan, le caricaturiste historique du quotidien, qui signe ce jour-là l'un de ses dessins les plus émouvants. On y voit une Marianne pleurant à chaudes larmes sur le tronc renversé d'un chêne déraciné. Voilà, impossible en aussi peu de temps d'évoquer les dizaines de milliers de numéros publiés depuis le 15 janvier 1826. Terminons peut-être simplement par celui du jour. Oui. Le journal s'inquiète de la dénatalité, mais aussi, bien sûr, célèbre cet anniversaire. Que la fête commence, s'exclame le journal. Dans ses colonnes, Madeleine Métayer raconte les 3 ans de préparation en amont de cet événement, l'installation dans cet endroit évidemment très impressionnant, et puis les répétitions ces dernières heures de Fabrice Lucchini notamment, qui va lire des textes de Proust. Alors je ne suis pas Lucchini, mais si on a un petit peu le temps, peut-être va-t-il nous raconter ce passage de cet article de Figaro où Proust raconte comment il découvre le téléphone. Et nous sommes comme le personnage du conte de fées à qui un magicien, sous le souhait qu'il en exprime, fait apparaître dans une clarté magique sa fiancée en train de feuilleter un livre, de verser des larmes ou de cueillir des fleurs, tout près de lui et pourtant à l'endroit où elle se trouve alors, très loin. Voilà, la revue de presse d'Olivier Delagarde et fabuleux podcast aussi qu'on consacre à l'histoire du Figaro. C'est vous qui êtes la voix de ce podcast. Merci beaucoup Olivier Delagarde.